8h18, Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le président d'Oser la France, député du Vaucluse et candidat à la présidence des Républicains, Jean-Louis Aubert. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. La pêche est bonne ? Écoutez, la pêche est compliquée parce que nous sommes en été. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les routes et pas à leur domicile. Mais j'ai atteint hier les 1311 parrainages, c'est-à-dire la limite nécessaire pour être candidat. Donc au niveau des parlementaires et au niveau des militants aussi ? J'ai les deux effectivement. Les deux catégories, voilà, officiellement, mais malheureusement, il faut dépasser de 200, 300, 400 parrainages parce que je n'ai pas le fichier, donc je ne sais pas si ces 1300 sont bons. Ah oui. Une partie peut être écartée par la haute autorité qui peut dire mais doublon, mauvais, oui, voilà. Parce qu'il faut que ça vienne de 15 départements différents, au maximum 131 parrains par département, hein, c'est ça. Voilà. C'est ça la règle. C'est ça. Et ça, vous n'êtes pas totalement sûr là-dessus ? Ça, non, les 15, c'est bon. Ça, vous êtes sûr ? Normalement, on n'a pas dépassé par fédération, mais vous pouvez avoir des doublons. Ça, vous pouvez avoir des gens qui parrainent à la fois Christian Jacob, Guillaume Larrivé, Julien Aubert. Dans ce cas-là, c'est annulé. Et ça, on ne vous le dit pas ? Et ça, vous n'avez pas le fichier, donc vous le savez au dernier moment. D'ailleurs, Daniel Fasquelle, en 2017, avait eu les parrainages et il a eu un taux de chute important. Donc j'ai calculé que le taux de chute, pour être sûr, il en fallait 300 ou 400 de plus. Donc si les gens écoutent, il faut continuer jusqu'au 13 août. Vous avez jusqu'au 13 août pour parfaire votre liste. Comment est-ce qu'on procède ? Comment est-ce qu'on fait pour convaincre un élu ou un militant de choisir Julien Aubert face à Christian Jacob ou Guillaume Larrivé ? Face à Christian Jacob, c'est un choix complexe, notamment pour les députés, puisque c'est le président de notre groupe. Mais le parrainage, c'est d'abord vouloir la démocratie. Et il y a beaucoup d'élus et d'adhérents qui disent « mais moi, je veux un vrai débat, j'estime qu'il y a des questions à trancher dans ce mouvement, et donc je souhaite qu'il y ait plusieurs candidats ». Donc je dirais que j'ai essentiellement joué sur ceci. Ensuite, vous avez des sur le fait que vous ne voulez pas d'un parti unique, comme vous dites, avec Christian Jacob, parce que de fait, et aussi parce que Brice Hortefeux a appelé au ralliement, vous voulez le débat et vous voulez qu'on entende plusieurs sons de cloche. C'est une mauvaise, pour moi, méthode. C'est-à-dire que l'unité, il ne faut pas la faire avant en disant nous n'avons aucun problème, nous n'avons aucun sujet, on part d'entrée. Non, il faut avoir un véritable débat. Nous avons d'ailleurs des clivages, nous avons des points de divergence avec Christian Jacob. Moi, je suis pour la fin du parti unique, je suis pour un modèle confédéral, je suis pour une ligne gaulliste, patriote, républicaine, qui est plus affirmée, si vous voulez. Et puis une direction à deux thèses, c'est-à-dire vous dites qu'il faut la droite populiste, ou en tout cas populaire. Populaire, pas populiste. Populaire, je me corrige, d'un côté, et puis la droite... droite modérée. Et ensuite, je dis il faudrait un président pour cette confédération qui serait notre candidat à l'élection présidentielle et qui serait finalement le chemin de la réconciliation entre ces sociologies aussi, parce que ces droites, elles s'implantent dans des territoires différents et il porterait un projet pour la France. Pour l'instant, l'après-Wauquiez est difficile. La droite façon puzzle, on a utilisé cette expression. Comment est-ce qu'on fait pour reconquérir ? La majorité des électeurs de droite disent « mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus qu'Emmanuel Macron ?» Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. D'abord, il faut... Alors, j'ai un livre qui sortira début septembre. Oui, avec un titre assez... qui s'appelle Emmanuel le faux prophète. Oui, parce que je suis convaincu que sa victoire en 2017 a procédé, je dirais... quelque part d'une confusion sur la nature idéologique du macronisme. D'ailleurs, certains pensent que le macronisme, c'est une forme de droite. Mais je peux vous donner un exemple. Emmanuel Macron n'est pas spécifiquement encourageant pour la propriété. Il taxe les propriétaires. Pour moi, avec la droite... Oui, pour moi, la droite, c'est... Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, le prêt à taux zéro au milieu rural pour l'accession à la propriété, c'est quelque chose qui ne concerne pas les très riches, ça concerne les classes populaires. Donc, pour moi, la droite, c'est la défense de la propriété. Donc, je crois qu'il faut rebâtir notre vision par rapport notamment aux valeurs gaullistes, parce que c'est une vision de la société qui, justement, ne s'accommode pas du néolibéralisme mondialisé, financiarisé, et qui s'ancre dans la nation. Chose que Emmanuel Macron ne reconnaît pas forcément comme, je dirais, sa valeur première. Donc, rebâtir par rapport à ça, d'où une ligne plus affirmée, qui conduira ensuite à un réalignement des planètes. Mais il faut que nous disions quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on fait un peu la synthèse type Parti Socialiste et on sort de l'eau tiède. Donc, il n'est pas étonnant que les gens ne se reconnaissent pas en nous. Oui, Guillaume Larrivé disait d'ailleurs à votre place il y a quelques jours que vous étiez que la droite était devenue une sorte de parti d'opposition sporadique comme ça, qui... je ne vais pas parodier ses propos, mais qui aboyait comme ça à chaque fois qu'il y avait une décision de prise par le gouvernement. C'est ça, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. Il faut s'opposer quand ce qui est proposé vient de toute évidence en orthogonalité avec ce que nous pensons. Par exemple, sur la réforme des retraites, moi, le principe d'une retraite à points, pourquoi pas ?
En revanche, ce que je vais aller regarder, c'est effectivement si, au plan individuel, on ne va pas aggraver des inégalités ou créer des injustices, parce que le diable se niche dans les détails. Donc, et puis ensuite, ça procède aussi d'une mauvaise habitude qu'a prise la droite, qui était de dire j'ai une rente de situation sur un électorat qui de toute façon votera pour moi, Ouais. et un jour, le soleil brillera de nouveau, comme ceux qui sont au pouvoir sont mauvais, comme on va les critiquer, on va revenir automatiquement. Le vrai défi pour la droite, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas forcément de revenir au pouvoir, même si avec 8% c'est compliqué. C'est de revenir au pouvoir et avec le risque de ne pas savoir quoi faire et le risque du coup d'être définitivement décrédibilisé. Et c'est ça qui est. C'est pour ça que si vous voulez, on n'a pas seulement un travail de il faut revenir au pouvoir, il faut revenir au pouvoir et changer. Et c'est ce que font les deux autres candidats? C'est ce que fait Christian Jacob et Guillaume Larrivé? Je suis espèce de reconquête de pouvoir. Je suis mal placé pour vous dire. Si, vous êtes très bien placé puisque vous êtes observateur de ce que font les autres. Je pense que toujours regarder la concurrence. Je pense que Guillaume Larrivé a une volonté effectivement de faire bouger les idées. Je pense que Christian Jacob fait un diagnostic différent, de dire nous sommes un corps malade, il y a eu des divisions, il faut faire revenir les gens d'abord, et ensuite on mettra les sujets qui fâchent sur la table. Moi je crois que c'est l'inverse. Vous mettez d'abord les sujets qui fâchent, vous dites qu'est-ce qu'on dit sur la décentralisation, sur l'Europe, sur les questions sociétales, sur l'économie. On ne peut pas être à la fois pour et contre Greta, pour et contre le CETA, pour et contre ADP. À un moment donné, il faut que nous ayons un message qui soit clair. Et ensuite, c'est normal, il peut y avoir des gens qui disent écoutez, moi, cette nouvelle ligne, ça ne me va pas. L'idée n'est pas de les faire fuir, l'idée est de dire organisons-nous différemment pour garder cette richesse sans pour autant tomber dans la synthèse Parti Socialiste. Surtout pas cette synthèse Parti Socialiste, c'est ce que vous dites. Pourquoi est-ce que vous parliez de Greta Thunberg? Pourquoi vous étiez si sévère avec l'intervention de cette jeune militante? Parce que, moi j'ai jamais appelé au boycott, une différence avec Guillaume Larrivé. Moi j'ai dit, j'irai pas l'écouter, parce que pour moi elle fait partie de cette collapsologie, c'est-à-dire tous les gens qui vous prônent le grand cataclysme qui va arriver. Et deuxièmement, parce que alors elle était accompagnée de gens que j'avais auditionnés par ailleurs, parce que je travaille sur l'écologie, mais je crois que le rôle des députés n'est pas d'aller auditionner une jeune fille lycéenne qui effectivement est un bel objet médiatique, mais qui n'a pas en soi une compétence particulière. Et en plus, elle est accompagnée derrière de gens qui se servent d'elle pour justifier une sortie du modèle capitaliste, du modèle productiviste, en expliquant que si on ne tue pas, grosso modo, le modèle actuel, nous allons tous disparaître. Et moi, je maintiens que nous n'avons pas besoin d'avoir des prophètes qui vous disent « Attention, encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Nous avons besoin, si vous voulez, de débats sur qu'est-ce que nous allons faire très concrètement à notre échelle. Le jour de dépassement qui a eu lieu hier, par exemple, tout ça, ça vous passe au-dessus? C'est pas ça, c'est que je me méfie de ces prédictions. En 1970, jour de la Terre, vous aviez des participants, Peter Gunther, professeur à l'université de North Texas, qui vous disait qu'à partir de 75, vous auriez des famines généralisées qui se répandraient dans le monde entier, y compris à partir de l'an 2000 en Amérique. Vous aviez... les statistiques aujourd'hui sont peut-être plus affinées que dans le temps. Certes, mais même... Le réchauffement climatique, vous le constatez quand il y a eu 42 degrés à Paris. Très bien. Non, mais ça, c'est attention, c'est la météorologie. Météorologie, c'est pas le climat. Attendez, c'est lié. Non, il y a une différence. C'est souvent, on confond la météorologie et le climat. Que toute la planète, vous ayez une augmentation de température, ça c'est un problème climatique. Que vous ayez un été chaud, que vous ayez un été particulièrement chaud, un hiver particulièrement chaud, ça c'est la météo. Et quand vous lisez d'ailleurs Monsieur Jouzel, qui est un grand climatologue français, il vous dit noir sur blanc aujourd'hui dans la presse qu'il ne croit pas, je dirais, à l'effondrement tel qu'il est prescrit par exemple par Yves Cochet. Donc il faut faire attention, si vous voulez, sur ceci. Vous critiquez Emmanuel Macron, vous l'avez critiqué d'ailleurs avec une lettre ouverte quand il a été élu, vous sortez maintenant ce livre, et pourtant, à Brégançon, n'a-t-il pas fait forme d'une sorte de clairvoyance quand il dit qu'il ne pensait pas du tout que le mouvement des Gilets jaunes était derrière nous ? Et qu'il s'attendait peut-être à une nouvelle forme de contestation sociale en septembre. Je pense que c'est une faute, c'est pas de la clairvoyance, mais c'est de la lucidité. Simplement, il y a un sujet de fond, c'est que vous avez une partie de la population française qui ne se sent plus considérée, qui se sent en situation d'insécurité culturelle, économique et sociale, et qui ne se sont pas représentés par le pouvoir politique. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Je leur dis que justement, déjà, on va commencer par prendre les sujets un à un. On a évidemment le sujet de l'intégration. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron aussi. Il a fait son diagnostic, il a fait un grand débat. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, je vais avancer rapidement. Sur le sujet du travail, on vous dit on va faire la prime d'activité. Mais c'est comique, la prime d'activité. Mais oui, la prime d'activité, c'est quoi ? C'est en fait une subvention pour vous permettre de compléter votre salaire. Subvention qui ne rentrera d'ailleurs pas dans le calcul de votre retraite. On fabrique
des futurs retraités pauvres, parce que leur retraite sera calculée sur leur travail, prendra pas en compte la prime d'activité. Le risque avec ce type de raisonnement, c'est d'année en année d'augmenter la prime d'activité, c'est-à-dire en fait une espèce de revenu universel de complément, mais les gens ils ne souhaitent pas ça, ils souhaitent pas l'aumône, ils souhaitent que par leur travail, ils puissent effectivement je dirais, devenir acteurs de la société. Ils souhaitent être reconnus pour leur travail. C'est ça le sujet de fond. Et on a si vous voulez, on dit souvent que Emmanuel Macron est un libéral. Non, là, de ce point de vue-là, il a réagi en disant, écoutez, je vais vous faire un petit système à la Hamon, avec un petit complément de revenu, et puis tout est réglé. C'est faux. Et donc moi, effectivement, je plaide sur le fait que nous devons re-questionner notre modèle d'organisation, c'est-à-dire le partage de la valeur ajoutée du travail et de la rémunération du travail. Eh bien, demain, grand raout sur la Côte d'Azur. Nice, Grasse, oui, nous allons parler là de frontières, et oui aussi, oui, chasse au parrainage, oui, effectivement. Merci beaucoup, Julien Aubert. Et donc demain, pour tous nos auditeurs qui sont à Nice ou à Grasse, vous êtes là-bas pour recueillir des parrainages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.